et bienvenue à tous pour ce 19e webinaire organisé par Deuxième Avis, consacré aujourd'hui aux troubles du sommeil. Nous passons plus d'un tiers de notre vie à dormir et nous savons tous que le sommeil joue un rôle important dans notre santé. Pourtant, une personne sur deux dit avoir des problèmes de sommeil et une personne sur 5 est concernée par un trouble de sommeil chronique, soit plus de 13 millions de personnes en France. C'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes aussi nombreux ce soir. Vous êtes en effet plus de 8000 à vous être inscrits. Pour nous éclairer sur ce sujet important, je suis heureuse d'accueillir deux experts du sommeil, les médecins Olam Véro et Lionel Gibert. Bonsoir à tous les deux et un grand merci d'avoir accepté de participer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le sommeil et nous éclairer sur ses mécanismes? Merci. Bien sûr, donc le sommeil est une part importante de notre vie. Ça peut représenter 30% de notre temps en moyenne, dépendant des individus. C'est une médecine qui s'est beaucoup développée au début dans les années 1920, puis dans les années 50 avec la découverte du sommeil paradoxal. Et maintenant, c'est une médecine pluridisciplinaire qui concerne en particulier la psychiatrie, la pneumologie, l'ORL, la neurologie et la médecine du travail. Elle a aussi des implications directes dans d'autres spécialités comme la cardiologie ou l'immunologie. Voilà. Donc, le sommeil, pour le résumer, s'organise dans une nuit de 4 à 6 cycles qui font 90 minutes chacun. En début de nuit, c'est le sommeil lent profond qui est majoritaire et le sommeil paradoxal minoritaire. Je rappelle que le sommeil paradoxal est celui dans lequel la plupart des rêves se produisent. Et il faut noter aussi qu'on a une alternance entre du sommeil lent, du sommeil léger et du sommeil profond dans chaque cycle. On commence par du sommeil léger, puis on tombe dans un sommeil profond, et enfin, en fin de cycle, on est dans le sommeil paradoxal. Donc ça, c'est le sommeil, on va dire, normal, et on va vous présenter tout à l'heure toutes les pathologies qui perturbent cette normalité et qui peuvent avoir des conséquences dans la journée. Alors, on parle de rythme circadien pour l'ensemble des rythmes du corps qui sont organisés sur 24 heures, comme le rythme de la Terre, jour-nuit, qui est organisé sur 24 heures. Et on peut dire que le corps est comme un grand orchestre où l'ensemble des rythmes à l'intérieur doivent être en phase les uns avec les autres pour que tout fonctionne de façon optimale. Donc, de la même façon qu'on dort, on est réveillé sur 24 heures. On va connaître de nombreuses variations de fréquence cardiaque, de température, de l'humeur, ce qui est quelque chose d'assez rigolo, de savoir qu'on est de meilleure humeur, plus optimiste la journée et très pessimiste la nuit. Et donc, pour tous ceux qui se réveillent à 4 heures du matin, c'est le moment des 24 heures où on a les idées les plus noires, les plus pessimistes. Et donc, c'est une mauvaise idée de réfléchir dans ce créneau horaire. Il vaut mieux revoir toutes ces idées à la lueur du jour, qui sont souvent teintées d'une vision plus optimiste. Et on a là, sur ce schéma, à droite, les deux rythmes qui sont très importants dans le sommeil et qui sont les marqueurs du sommeil, qui vont être le rythme de fabrication par le corps de mélatonine. Donc, il n'y en a pas du tout pendant la journée. Et ça augmente le soir avec l'obscurité jusqu'à atteindre un pic autour de 3-4 heures du matin, 5 heures, pour redescendre le matin afin de permettre de se réveiller. Donc, cette fabrication de mélatonine est un vrai marqueur du sommeil et indique les rythmes nocturnes. Le deuxième marqueur est en particulier celui de la température, qui est plus élevée la journée et qui baisse le soir pour remonter le matin et nous permettre de nous réveiller. C'est pour ça que quand il y a la canicule et qu'il fait plus de 25 degrés la nuit, on a beaucoup de mal à s'endormir parce que le corps n'arrive pas à se refroidir et que c'est une nécessité de perdre ce degré de température pour arriver à bien dormir. Le sommeil dépend de deux mécanismes principaux, si on veut le dire de façon simple, qui sont le fait d'être fatigué et le fait que le corps passe en mode nuit à certaines heures qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. La fatigue, c'est un processus cumulatif. Plus je bouge, moins j'ai dormi avant, plus je suis fatigué. Et quand je dors, je vide mon réservoir de fatigue et assez rapidement grâce en particulier au sommeil profond. Quand je me réveille et que je recommence à bouger, eh bien, je recommence à remplir mon réservoir de fatigue. Si j'ai pas assez dormi,
eh bien, ma fatigue repart pas de zéro et donc je commence ma journée déjà fatiguée. Le soir, je suis encore plus fatiguée, ce qui explique que je m'endorme encore plus vite. Ce mécanisme fatigue ne dépend pas de l'heure. Si je vous empêche de dormir pendant 5 jours, quelle que soit l'heure où je vous laisse dormir, vous allez pouvoir dormir. En revanche, on a ces mécanismes en particulier que j'expliquais sur la mélatonine et la température, qui sont des marqueurs du sommeil et qui font que la journée, on est très réveillé et la nuit, des heures un peu variables en fonction des gens, on a plus envie de dormir. Et donc, là où on dort le mieux, c'est si on est passé dans les heures où notre corps est fait pour dormir et qu'on est très fatigué, on s'endort et on dort profondément. Alors, je crois que ça, c'est une chose très importante de savoir quel type de dormeur êtes-vous. En 15 ans de consultation et plus de 10 ou 15 000 personnes vues, s'il y en a 3 qui savaient que ces choses-là ont une origine génétique, c'est bien un maximum. Donc, posez-vous la question, est-ce que je suis quelqu'un petit, moyen ou gros dormeur? Est-ce que pour être à 100%, j'ai besoin de dormir 5-6 heures, 7-8 heures ou 9-10 heures, voire plus? Et donc, si je suis quelqu'un de très gros dormeur, qui a besoin de dormir 11 heures par nuit et que j'en dors 8, je suis forcément fatigué. On ne peut pas apprendre à dormir moins que son besoin. Et donc, dans ce cas, on n'a pas une pathologie du sommeil. On a simplement une caractéristique qui est d'être long dormeur et d'avoir besoin de beaucoup de sommeil. Et il faut malheureusement ou heureusement la respecter pour réussir à être en forme. Donc, première caractéristique, d'être court, moyen ou long dormeur. La deuxième caractéristique, c'est d'être couche-tôt, lève-tôt, moyen ou couche-tard, lève-tard. Alors, c'est évidemment aggravé par le comportement et l'endroit de la Terre où on vit. Si on est dans une ville avec beaucoup de sollicitations le soir, on va avoir tendance à se coucher plus tard, se lever plus tard, que si on vit à la campagne où il n'y a plus de réseau Wi-Fi et on vous prend votre téléphone à partir de 19h. Mais on a quand même cette caractéristique en nous qui fait qu'on a sommeil tôt et qu'on se réveille tôt, ou qu'on a sommeil de façon relativement standard de 23h à 7h, ou sommeil très tard et on se lève dans ce cas très tard. On voit ce rythme qui se dévoile souvent plus en vacances puisqu'on a moins de contraintes horaires. D'une façon générale, les adolescents vont avoir tendance à aggraver le côté du soir de façon normale et plus on avance dans la vie, dans les âges avancés, plus on va devenir tous du matin, mais en partant de là où on en était dès le début. Quelqu'un du soir va devenir un peu moins du soir, quelqu'un du matin va devenir très, très du matin. Et ces processus, ensuite, vont être plus ou moins modifiés par l'activité physique, l'exposition à la lumière. On va revenir sur ces paramètres. Et donc, vraiment, repartez de cette conférence en vous demandant est-ce que je suis du matin, du soir? Et si vous êtes quelqu'un du soir et qu'on s'endort difficilement, ce n'est pas une maladie, c'est d'être du soir. Et c'est quelque chose de différent de dire je suis insomniaque. À quoi ça sert de dormir? Ça a énormément de fonctions qui ne sont pas toujours évidentes à définir, puisque pour les définir, ce qu'on fait, c'est qu'on fait dormir les gens, on leur fait des tests avant, on enregistre le sommeil et on essaye de les déranger juste quand ils rentrent dans une sorte de sommeil et de regarder les conséquences le lendemain pour voir si on a supprimé une sorte de sommeil, quelles sont les conséquences. Donc, on voit que dans le sommeil lent, surtout le sommeil profond, qui est très présent en début de nuit. Ça sert à fabriquer de l'hormone de croissance qui nous fait grandir quand on est un enfant, qui nous permet de cicatriser quand on est un adulte. Ça renforce les défenses immunitaires pour lutter contre les maladies. Ça permet d'éliminer toutes les informations inutiles qu'on a emmagasinées pendant la journée afin de permettre au cerveau d'être à nouveau prêt à emmagasiner de nouvelles informations. Ça permet de récupérer sur le plan physique et le lendemain, d'être capable de rester attentif, concentré par rapport aux interactions qu'on peut avoir. Le sommeil des rêves, le sommeil paradoxal, lui, joue un rôle majeur dans l'équilibre psychologique, la gestion du stress, des émotions. Il permet également de consolider les apprentissages et de recréer des connexions dans le cerveau si elles sont nécessaires ou qu'on est en train d'avoir de nouveaux apprentissages. Merci beaucoup pour ces explications très claires malgré la complexité des mécanismes. Mais du coup, voilà, la question suivante, c'est quelles sont les principales pathologies du sommeil? Évidemment, quels sont les traitements associés s'ils existent? Voilà, on a hâte de vous entendre. Donc, il existe évidemment toute une série de troubles du sommeil qui ont des répercussions
sur le fonctionnement diurne et qui sont des dérèglements de tous les mécanismes qui viennent d'être exposés par le docteur Véron. Donc, dans les troubles du sommeil, on va insister un petit peu plus sur l'insomnie et le syndrome d'apnée du sommeil, qui sont les deux principales pathologies en termes de prévalence. Et on dira quand même un mot sur les autres. Donc, parmi les autres, on a quand même le syndrome des jambes sans repos, qui est quand même très prévalent dans la population générale, ainsi que les troubles du rythme circadien, qui sont moins connus, mais importants à avoir en tête quand on a des difficultés avec son sommeil. Donc, l'insomnie chronique, qui est une des plus grandes raisons de cause de consultation en sommeil, et représente pendant une durée de 3 mois, 3 fois par semaine, soit le fait d'avoir des difficultés à s'endormir, soit le fait d'avoir des difficultés à maintenir un sommeil correct, ou de considérer que son sommeil n'est pas assez réparateur, ou de se réveiller trop tôt. Et ça, quand on se retrouve dans des conditions de sommeil normal, c'est-à-dire sans bruit, sans lumière, on va dire que pour poser le diagnostic d'insomnie, il faut vraiment que le cadre du sommeil soit correct. On a un certain nombre de conséquences directes de cette insomnie chronique, qui sont évidemment une fatigue, une irritabilité, un trouble de l'humeur, des difficultés de concentration. Il faut garder en tête qu'il y a évidemment des diagnostics différentiels, qui sont le manque, les troubles du rythme circadien dont le docteur Véron nous a parlé, c'est-à-dire un dérèglement. Si vous cherchez à vous endormir le soir à 8 heures, mais que vous êtes du soir, ben vous n'y arriverez pas. Et voilà, donc c'est ce que j'ai appelé les pathologies de l'horloge. Et le traitement de première intention pour l'insomnie chronique, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales qui comportent 3 éléments principaux. Donc, c'est des thérapies non médicamenteuses. La première, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, qui sont les conseils pratiques pour avoir une hygiène de sommeil correcte. La deuxième, qui est ce qu'on appelle le contrôle du stimulus. Donc, on demande aux patients à ne se servir du lit que pour dormir ou pour l'intimité. Donc, évidemment, il ne faut pas rester dans son lit quand on n'arrive pas à s'endormir. Il ne faut pas rester dans son lit pour lire ou regarder un écran, et ne se servir du lit que pour dormir. C'est ça qu'on appelle le contrôle du stimulus. Et la restriction du temps passé au lit, qui est la mesure principale de thérapie cognitivo-comportementale, qui consiste à réduire le temps passé au lit pour augmenter l'efficacité du sommeil. L'efficacité du sommeil étant le rapport entre le temps que je passe dans mon lit et le temps que je dors. Si ces thérapies cognitivo-comportementales, qui sont en général réparties sur 1 mois et demi d'exercice et de groupe ou en individuel, ne fonctionnent pas, on a en deuxième ligne toute une série de traitements médicamenteux pour l'insomnie chronique, qui sont dans 2 grandes catégories. La première, qui sont les potentialisateurs des centres du sommeil, qui sont par exemple les antihistaminiques ou les benzodiazépines. Et la deuxième grande catégorie, qui sont les inhibiteurs de l'éveil. Donc, c'est des molécules un petit peu nouvelles qui ont plutôt tendance à inhiber l'éveil plutôt qu'à stimuler le sommeil. Ensuite, la deuxième pathologie qui représente beaucoup des consultations, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. La plupart du temps, c'est un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, c'est-à-dire que l'air passe mal au niveau de la gorge au moment où vous dormez. Donc, au moment où vous dormez, vous avez un relâchement musculaire qui fait que, de toute façon, l'air passe moins bien que quand vous êtes réveillé. Donc, ça provoque, pendant le sommeil, des moments d'arrêt respiratoire supérieurs à 10 secondes qui ont plusieurs impacts. Le premier, qui est une baisse de l'oxygène dans votre sang, et le second, une augmentation de votre rythme cardiaque local et une augmentation de l'inflammation locale aussi, qui peuvent avoir des conséquences cardiovasculaires. Donc, c'est très important d'éviter d'avoir ces arrêts respiratoires. Et le principal traitement, quand on arrive à des niveaux importants d'apnée pendant le sommeil, c'est de permettre aux voies aériennes supérieures, c'est-à-dire à la gorge, tout ce qui tourne autour de la gorge, d'avoir plus d'espace pour respirer. Et c'est pour ça que de temps en temps, on va, quand le phénomène est sévère, on va utiliser ce qu'on appelle une pression positive continue, qui consiste à envoyer de l'air au niveau du cou pour que l'air passe mieux et que vous respiriez mieux pendant le sommeil. Et ce traitement, chez les patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil sévère, peut être révolutionnaire et
vraiment complètement faire disparaître la fatigue diurne qui apparaît souvent au moment quand on a un syndrome d'apnée du sommeil. L'examen de référence pour diagnostiquer l'apnée du sommeil et la polysomnographie, qui consiste en deux grands tests, qui sont le premier test qui est de vérifier comment vous respirez, donc qui est ce qu'on appelle la polygraphie ventilatoire, qui est combinée à une étude des rythmes du sommeil. Donc ça permet d'avoir à la fois les phases du sommeil en même temps que la respiration, ce qui permet de voir en particulier quand les apnées, c'est-à-dire quand vous arrêtez de respirer, soit ça va faire baisser votre oxygène dans le sang, soit ça va provoquer des micro-réveils qui peuvent fragmenter votre sommeil et le rendre évidemment beaucoup moins efficace. Donc la polysomnographie permet de détecter grâce à l'hypnogramme, qui est ici ce qu'on a décrit dans la première partie, c'est-à-dire la décomposition du sommeil en sommeil lent, en sommeil profond et en sommeil paradoxal. On peut voir si la structure du sommeil est conservée ou si elle est perturbée, justement, soit par des arrêts respiratoires, soit par d'autres pathologies. L'autre examen de référence dans le sommeil, c'est l'agenda du sommeil, qui est quasiment systématiquement demandé à un patient qui consulte pour le sommeil, puisque ça permet d'objectiver effectivement les phases de sommeil du patient. Ça permet d'objectiver l'insomnie aussi, ça permet d'objectiver aussi tous les troubles du rythme circadien, où on voit que le patient, finalement, s'endort tard et se réveille tard. Les autres examens qui concernent le sommeil sont très nombreux, puisque, comme je le disais en introduction, ça concerne beaucoup de pathologies et de spécialités médicales. Donc, il y a l'actimétrie, je vais passer rapidement sur tous ces examens. Il y a l'actimétrie qui permet de voir sur plusieurs jours le comportement d'un patient. Il y a l'analyse sanguine qui permet de vérifier un certain nombre de carences, et en particulier de carences en fer qui peuvent entraîner des syndromes des jambes sans repos. La polygraphie ventilatoire dont j'ai parlé. Et les TIL et les TME, je passe rapidement. Les TIL sont des tests itératifs de latence d'endormissement qui permettent d'objectiver une latence d'endormissement trop courte dans les pathologies d'hypersomnolence type narcolepsie ou hypersomnolence idiopathique. Et les TME, c'est plutôt des tests médico-légaux qui permettent de vérifier la capacité d'un individu à rester éveillé la journée et qui servent en particulier dans les circonstances de permis de conduire ou dans certaines professions. Ensuite, comme le sommeil a un certain nombre de conséquences directes sur d'autres fonctionnements du corps, on peut être amené à faire des IRM cérébrales, des échographies cardiaques, des ponctions ovaires, des bilans génétiques ou des bilans endocrinologiques. Les pathologies de l'horloge, c'est quand le sommeil se décale trop tôt ou trop tard. Et c'est quelque chose qui concerne énormément les adolescents, aggravé par l'utilisation des écrans le soir et qui sont à ne pas confondre avec le fait d'avoir du mal à s'endormir parce qu'on est anxieux. C'est pas la même chose si le moment du sommeil, au moment de son sommeil, on n'arrive pas à s'endormir ou si on essaye de dormir à un moment où ce n'est pas notre corps n'est pas fait pour dormir. Donc le retard de phase, c'est le fait que notre moment de sommeil dans le corps, le mode nuit, se soit mis complètement en retard, en décalage horaire. L'avance de phase, ce qui concerne plutôt les personnes âgées, c'est quand le moment du sommeil commence très tôt et finit très tôt. Et donc, les gens peuvent s'endormir à 20h30 et du coup, forcément, à 3h du matin, ils ont terminé de dormir. Et c'est parce que si on a dormi 8 heures en terminant à 3h du matin, c'est pas la même chose que de dire je m'endors et puis après, je voudrais me rendormir plus tard. On peut avoir des rythmes très irréguliers. Et quand on fait du travail en horaire décalé, on peut être assez soumis à ce genre de pathologie. Mais là, c'est vraiment une affaire de spécialistes, assez peu connue de la médecine générale, et pour lequel il est important de consulter dans des centres du sommeil, et en particulier pour les adolescents, si le sommeil a comme ça ce décalage où on a du mal et qu'on peut constater pendant les vacances, où on adopte un rythme très différent de celui qu'on essaye d'avoir quand on est en période scolaire ou de travail. Comme on vous disait, cet agenda de sommeil, c'est quelque chose qu'on remplit soi-même. On peut l'imprimer, il y en a plein qui traînent sur Internet. Quelque chose où on met les heures, on met une flèche à l'heure où on se met dans son lit, une flèche à l'heure où on sort de son lit et on grise les heures où on dort. Donc ici, c'est quelqu'un qui, avec beaucoup de régularité, essaye de se coucher à 10h30, mais qui s'endort exceptionnellement avant 2h du matin. Il s'oblige à se lever pour aller à l'école ou au travail, mais dès que c'est le week-end,
comme il dort jamais assez, ici il dort 3 heures, 4 heures, ben évidemment le week-end il va dormir énormément, d'une part pour rattraper, mais aussi parce que le moment de son sommeil est complètement décalé et que pour lui il est normal de dormir de 2-3 heures du matin jusqu'à 14 heures. Donc c'est typiquement ça une personne qui est en retard de phase, qui a un sommeil décalé. Mais cette personne va arriver en consultation en disant « je n'arrive pas à m'endormir ». Et la deuxième plainte va être « le matin, c'est un cauchemar de me réveiller ». Et en fait, si on le laissait dormir de 2 heures du matin à 14 heures, tout serait parfait, il n'y aurait plus de problème. Donc, c'est assez différent de l'insomnie. Pour ces pathologies de l'horloge biologique, de sommeil en décalage horaire, il est extrêmement important d'utiliser les phénomènes naturels de lumière, de sport et de rythme de vie, de sommeil, de repas, de lever très réguliers. Donc, en particulier les adolescents, mais pas que, ont besoin de beaucoup de lumière le matin, de faire du sport et d'avoir un rythme régulier facilement imposé par l'école, mais de poursuivre ce rythme régulier pendant les vacances. On peut après utiliser des traitements spécifiques de mélatonine et de chronothérapie qui sont vraiment affaires de spécialistes dans les centres du sommeil. Alors, on a ensuite toute une famille de pathologies du sommeil qu'on appelle les parasomnies, qui sont soit des troubles du comportement moteur pendant le sommeil lent profond, donc on retrouve très souvent chez les enfants typiquement les terreurs nocturnes, à ne pas confondre avec les cauchemars, le somnambulisme qui fait partie de cette même pathologie des parasomnies du sommeil lent profond, qu'on retrouve aussi beaucoup chez l'enfant, mais quand même chez quelques pourcents des patients adultes. En règle générale, le principal traitement, alors pour faire le diagnostic, c'est assez facile chez l'enfant parce que les parents ont une description clinique assez typique de ces phénomènes. Et chez l'adulte, on peut faire des polysomnographies, comme on a expliqué au début, pour retrouver ces parasomnies. Et le principal traitement, la plupart du temps, quand il n'y a pas de facteur de risque important, l'idée, c'est d'avoir un sommeil bien régulé, suffisamment long, pour faire descendre la probabilité d'avoir ces parasomnies. Le dernier, le TCSP, c'est plutôt une pathologie de la personne plus âgée, qui sont des troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc, pendant les rêves, pendant le sommeil paradoxal, en fait, dans un sommeil normal, on a ce qu'on appelle une atonie musculaire. Les muscles ne fonctionnent plus du tout. Et dans ce trouble du comportement, le patient vit ses rêves et donc a perdu cette atonie, cette perte il reprend une activité musculaire, ce qui n'est pas normal pendant le sommeil paradoxal. Et là encore, ça se traite en diminuant les facteurs de risque et en essayant d'avoir un sommeil le plus sain possible. Le syndrome des jambes sans repos, lui, est par contre plus fréquent. Donc le syndrome des jambes sans repos est un syndrome diurne, donc qui se passe dans la journée, qui a une définition clinique, qui sont des sensations désagréables, des impatiences dans les jambes, qui sont au repos, le soir ou la nuit, qui sont soulagées par le mouvement. Et cette pathologie de la journée, souvent s'accompagne de ce qu'on appelle un mouvement périodique des jambes, qui est le fait de bouger régulièrement ses jambes pendant le sommeil et qui a pour conséquence, chez certains patients, de provoquer de multitudes de micro-éveils dont le patient n'a pas forcément conscience, mais qui fragmentent son sommeil et donc le rendent de moins bonne qualité. Le diagnostic se fait à la polysomnographie. Il faut évidemment bien penser à éliminer toutes les formes secondaires. Il y en a de 2 sortes. La première, c'est les carences en fer, qu'on retrouve plus fréquemment chez les femmes. Et les médicaments, il y a beaucoup de médicaments psychotropes donnés en psychiatrie qui donnent un syndrome des jambes sans repos. Et ensuite, on a pour traiter ce syndrome des jambes sans repos 4 classes médicamenteuses qui sont les agonistes de la dopamine, certains antiépileptiques, certains antidouleurs, et de temps en temps, plus rarement, on utilisera les benzodiazépines. Et le choix du traitement se fait en fonction du cadre et de l'ensemble des comorbidités. Typiquement, chez un patient anxieux, on utilisera des médicaments, plutôt les antiépileptiques, qui peuvent être anxiolytiques. On va passer très rapidement sur la narcolepsie et l'hypersomnie, qui est vraiment, là pour le coup, quelque chose de très spécialisé, qui se gère dans des centres hospitaliers, qui sont des patients qui ont des temps total de sommeil pendant la journée supérieurs à 11-12 heures, qui ont des endormissements brutaux pendant la journée. Et il y a 3 grandes familles.
pourra, dans les questions, si vous voulez rentrer dans le détail, mais je pense que ça a peu d'intérêt parce que c'est pas fréquent et vraiment une affaire de spécialiste. Donc, il y a la narcolepsie dite de type 1 avec des cataplexies qui sont des pertes de tonus musculaire. Il y a la narcolepsie de type 2 et il y a ce qu'on appelle l'hypersomnie idiopathique, c'est HI, pas HI. Voilà. Et le traitement de ces pathologies se fait avec ce qu'on appelle des molécules éveillantes. Voilà. Ensuite, un point qui est important à noter, c'est qu'il y a un certain nombre de substances qui vont perturber le sommeil. Donc là, on parle évidemment du cannabis, qui peut avoir un effet anxiolytique comme l'alcool au départ, mais qui, in fine, va perturber le sommeil de manière importante. L'alcool à faible dose va favoriser la somnolence et l'endormissement, mais à plus forte dose va perturber le sommeil, alors pas en début de nuit, plutôt en fin de nuit, et va in fine augmenter la fatigue diurne qui suivent des consommations d'alcool importantes. Ce qu'il faut retenir sur les substances, c'est que toutes les pathologies addictives, que ce soit l'alcool, que ce soit le cannabis, que ce soit la cocaïne ou d'autres produits, peuvent avoir des effets immédiats de relaxation, d'anxiolyse, mais in fine, au long cours, vont provoquer des troubles du sommeil qui peuvent être assez sévères et difficiles à prendre en charge. Le fait de manquer de sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans la population, puisqu'une majorité des gens auraient besoin d'autour de 8 heures de sommeil, et rares sont les gens qui arrivent à dormir ce temps-là. Donc, pour ceux qui arrivent à dormir tôt ou bien, c'est très important d'arriver à se coucher tôt une fois de temps en temps, ou de rajouter des siestes dans ces journées quand c'est possible, pour atteindre un temps de sommeil qui soit suffisant sur 24 heures en moyenne sur la semaine. Les répercussions du manque de sommeil sont un peu les mêmes que celles qui sont communes avec l'insomnie. Tous les troubles de l'humeur, d'être irritable, plus en colère, un peu parano, voire anxieux, dépressif, très suggestibles, ce sont des choses très utilisées par les gens qui mettent en place des casinos. Dans les casinos, on vous empêche de dormir pour prendre encore plus de risques et vous obliger à faire n'importe quoi, perdre encore plus d'argent, parce qu'on a du mal à contrôler son caractère et avoir de l'esprit critique quand on manque de sommeil. Sur les rapports professionnels, c'est aussi très important en termes de performance, d'attention, de concentration, d'éviter les erreurs, voire même d'accidents de travail qui peuvent être dangereux, avec aussi les accidents de la route qui sont un véritable problème. Avant de passer à ces questions, j'ai envie quand même de vous demander quels sont vos conseils pratiques pour mieux dormir. Alors d'abord, de soigner votre environnement de sommeil, d'avoir un lit qui soit de la bonne taille. Si vous passez votre vie à vous battre dans votre lit de 140 avec votre conjoint, et que votre chambre le supporte, de passer à un lit de 160 malgré le coût que ça représente, ça vaut le coup. D'avoir un lit de bonne qualité qu'on essaye de changer tous les 10 ans, c'est également un facteur qui améliore la qualité du sommeil. Tâchez dans la mesure du possible de ne pas mettre d'écran dans la chambre pour la qualité de la relation et aussi pour le sommeil, puisque l'impact de la lumière du soir va repousser le sommeil, créer du décalage horaire, en plus de l'excitation créée par le contenu des écrans. Si on est un mauvais dormeur, il vaut mieux éviter de regarder l'heure pendant la nuit, qui a vraiment une fonction de déclencher, en général, le fait de se mettre à penser et donc d'éloigner complètement le sommeil. Est-ce qu'on dort mieux dans une chambre rangée? Probablement, parce qu'on a quand même besoin d'arrêter d'être perpétuellement culpabilisé par tout ce qu'on voit autour de nous et qui nous rappelle qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Comme il faut il faut avoir la température du corps qui descend pour dormir bien, il est très utile d'aérer sa chambre d'une façon générale et le soir, si on peut, pour dormir dans une chambre fraîche, à moins de 20 degrés, c'est certain, plutôt autour de 17-18, ce qui va favoriser la qualité du sommeil. Le deuxième mécanisme de sommeil, c'est la fabrication de mélatonine par le corps, qui est de meilleure qualité quand on est dans le noir. Donc, avoir des rideaux opaques, ça vaut. Mais le sommeil, c'est tout un équilibre sur 24 heures, jour, nuit, et pas uniquement ce qu'on fait pendant la nuit. Donc, c'est très important, si on veut bien dormir, de passer du temps dehors, exposé à la lumière du soleil, notamment quand il y en a, d'avoir une activité physique régulière qui va augmenter la fatigue, un des deux mécanismes de sommeil, et qui va aider le mode nuit à avoir une bonne régularité. Il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir gérer ses tensions au fur et à mesure de la journée pour éviter d'arriver le soir dans un état de crispation majeure, éviter de s'engueuler avec son conjoint juste avant d'aller au lit. Facile à dire, pas toujours facile à faire. Et comme le disait le docteur Gibert, limiter tout ce qui est les excitants, la caféine, le tabac, l'alcool ou les drogues diverses.
les écrans, on en parle beaucoup en se demandant parfois si ce n'était pas un peu exagéré, mais il est très clair que la lumière est le principal régulateur des rythmes du sommeil, en particulier quand on est jeune. La lumière du soir repousse le sommeil, la lumière du matin aide à se coucher plus tôt. Donc, si on se couche trop tôt, il faut s'éclairer le soir. Là, pour le coup, c'est une indication particulière d'avoir le droit de faire de l'écran le soir. Pour tous ceux qui s'endorment trop tard, au contraire, il faut essayer d'éviter les écrans le soir. Et si on doit absolument le faire, les écrans doivent être mis le plus loin possible des yeux, puisque l'impact de la lumière diminue très rapidement avec la distance. Donc, il faut mettre ces écrans loin, jaunes et peu lumineux pour filtrer la lumière bleue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si on est bon dormeur et qu'on manque de sommeil, une fois de temps en temps, il faut se coucher tôt. Et si on ne le planifie pas, en général, on ne le fait pas. Donc, c'est pas obligé de se dire on va se coucher tôt tous les jours, parce que dans ce cas, vous allez me répondre je n'ai plus de vie et je ne le ferai pas. Mais on peut se dire que une fois par semaine, 2 fois par semaine ou 2 fois par mois, si on n'arrive pas plus, on tâche de se coucher tôt. Ou le jour où la personne qui vit avec vous sort, et on en profite et on se couche tôt. Si on peut et qu'on manque de sommeil, les siestes sont un excellent médicament. Bon pour à la fois l'intellect, les émotions, l'apprentissage, le calme, l'ensemble de choses, et même tous les phénomènes inflammatoires ou immunitaires. Pour ceux qui dorment mal, c'est très différent, parce que s'ils n'arrivent pas à dormir, il ne faut surtout pas augmenter le temps qu'on passe dans son lit, parce que finalement, le temps augmenté sera du temps sans dormir. Et on va perdre l'idée qu'au lit, on dort. Donc, au contraire, si on dort mal, il faut remettre en adéquation le temps dormi et le temps passé au lit. Donc, se coucher tard, se lever tôt, pour que la totalité du temps qu'on passe dans son lit, on réapprenne uniquement à dormir. Être régulier, ne pas regarder l'heure pour pas que ça déclenche les pensées, gérer son stress et ne pas considérer ou agir en laissant le sommeil devenir une prison qui nous empêche de sortir, qui nous empêche de voir les autres, qui nous empêche de faire des choses le soir. Il faut au contraire, comme il faut mieux se coucher tard si on dort mal, retrouver une vie sociale, associative, sportive ou ce qu'on veut le soir, qui nous libère de ce sommeil prison très mauvais et qui entraîne de plus en plus l'insomnie. Pour se rendre compte un peu de ce qui se passe et si on est en dette de sommeil, il ne faut pas hésiter à tenir des calendriers de sommeil. Ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'endort très vite puisque dès qu'il met sa flèche, il s'endort, mais qui se réveille la nuit. Et après qu'on lui ait dit de se coucher tard et se lever tôt, ce qu'il fait ici avec une très grande régularité, son sommeil progressivement se tasse. Et le fait que le sommeil se tasse, il devient beaucoup plus puissant et beaucoup plus continu. Une fois qu'il est vraiment tassé, un peu comme un chewing-gum, quand on a fait une belle petite boule et que la boule est solide, on peut commencer à tirer dessus pour augmenter le temps de sommeil. Mais tant qu'on ne sait pas dormir 6 heures d'un coup, c'est pas la peine d'essayer de dormir 7, 8 ou 9. Là, le temps avance, ça va passer rapidement, mais c'est vrai que les écrans sont un vrai problème pour les adolescents, mais pas que, de 2 ordres. Donc, comme l'a souligné le docteur Véron, la production de lumière bleue va complètement dérégler le cycle de sécrétion de la mélatonine et donc va directement perturber le sommeil. Et ça rentre aussi dans les pathologies connexes aux abus de substances, puisqu'on a des addictions aux écrans qui provoquent de l'anxiété. Et donc, c'est une deuxième raison pour ne pas faire d'écran et pour limiter les écrans, et en particulier chez les adolescents, où ça devient un vrai problème de santé publique, parce que ça perturbe leur sommeil et ça a une conséquence évidemment sur ce qu'ils sont capables d'apprendre à l'école, capables de faire pendant la journée. Donc, c'est essentiel pour les aspects addictifs et pour les aspects de régulation. Donc, limiter les écrans, pas de lumière bleue, pas le soir, pas pendant les repas, pas le matin. Et il faut essayer d'être le plus strict possible et leur donner un portable le plus tard possible dans la vie. Voilà, je ne vais pas insister plus que ça sur les écrans, on en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment un sujet qui impacte le sommeil de manière importante. Donc, si on doit juste faire un tout petit résumé de ce qu'on vient de dire, les besoins de sommeil sont propres à chacun. Donc, tâchez de savoir qui vous êtes, petit dormeur, gros dormeur, du matin, du soir, pour respecter vos besoins propres. Et il ne vous viendrait pas l'idée de mettre des chaussures en 34 si vous chaussez du 39. De la même façon, ne passez pas 15 heures au lit si vous avez besoin d'en dormir 6. Ne vous couchez pas à 22 heures si votre sommeil est fabriqué à 2 heures du matin dans votre corps. Si vous vous dites que minuit c'est tôt,
ben, vous êtes plutôt du soir. Si vous vous dites que minuit c'est tard, ben, vous êtes probablement plutôt du matin. C'est dès la journée qu'on prépare sa nuit en s'exposant à la lumière, en faisant du sport, en étant très régulier, en passant de bonnes journées, en soignant tout ce qui peut nous faire plaisir. Si vous dormez mal, évitez de passer trop de temps au lit. Faites attention à vos écrans. Un immense merci pour cet exposé très clair. Et je vous propose maintenant de passer aux nombreuses questions. Une première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer les liens possibles entre sommeil et ménopause? Oui, il y a un lien direct. On retrouve effectivement, alors à deux moments, dans la phase préménopause, c'est-à-dire l'année ou les 12 mois qui vont précéder la ménopause et après la ménopause, un certain nombre de troubles du sommeil qui apparaissent et qui sont liés aux transformations hormonales. Donc, on a une prévalence de l'insomnie qui augmente, donc l'insomnie dont on a parlé, qui peut être aussi liée, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à des syndromes anxio-dépressifs relativement importants. On a aussi la prévalence, en fait, pour l'apnée du sommeil, la prévalence est plutôt masculine en début de vie, mais la prévalence finalement après la ménopause, après 50 ans, les femmes et les hommes ont la même prévalence. Donc il y a une augmentation de la prévalence aussi du syndrome d'apnée du sommeil au moment de la ménopause. Donc il va être traité de la même manière que les apnées du sommeil classiques. Il n'y a pas de traitement particulier pour l'apnée du sommeil de la ménopause qui apparaît à ce moment-là. Sur les troubles de l'insomnie, évidemment, le traitement va se faire un peu comme l'insomnie classique, mais clairement, il a été montré que les traitements hormonaux de substitution favorisaient un retour à un sommeil plus normal, plus réparateur. Et il y a aussi beaucoup d'études scientifiques qui montrent que les antidépresseurs, et en particulier les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, sont indiqués, ou en tout cas ont un effet positif sur le sommeil dans ce cadre-là pour l'insomnie. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions aussi autour du parcours de soins. Quel médecin il faut aller voir quand on a des problèmes de sommeil? Donc, quel médecin consulter et quand? À partir de quand on doit consulter? Alors moi, je crois que c'est bien de consulter assez vite, mais de ne pas poser la question « Ah, docteur, je dors mal » une fois qu'on a payé sa consultation et que le médecin voudrait que vous partiez. Et que si on a un problème de sommeil, c'est important peut-être de faire une consultation médicale avec son médecin traitant qui est dédié à ce problème. Et on constate dans les études que ce n'est pas forcément le cas. Parce que déjà, les médecins à la faculté sont peu formés aux troubles du sommeil, donc ont malheureusement souvent une réponse médicamenteuse. Et si le médecin veut apporter un autre type de réponse, il lui faut un peu plus de temps. Donc, il faut aborder ce sujet en ayant du temps devant soi. Si ensuite, la question, c'est d'être très somnolent la journée et qu'on ronfle, dans ce cas, on va plutôt se tourner vers un pneumologue ou un ORL qui peut enregistrer le sommeil et faire des diagnostics d'apnée du sommeil. Pour tout ce qui est syndrome des jambes sans repos, les neurologues peuvent être formés à ce genre de choses. Pour tout ce qui est hypersomnie, le fait de dormir bien trop, ça peut être beaucoup de troubles psychiatriques ou les troubles de maladies très particulières comme la narcolepsie qui vont dépendre de neurologues. Mais si ensuite ces médecins sont moins spécialisés, il faut malheureusement se tourner vers les centres du sommeil qui sont pas toujours très disponibles et regarder si les médecins en ville sont titulaires d'un diplôme qui s'appelle le diplôme sur les pathologies du sommeil et qui font qu'ils ont une prise en charge beaucoup plus globale des troubles du sommeil. Merci. Il y a une autre question sur les objets connectés, type montre, bracelet. Est-ce qu'ils peuvent être utiles et dans quel cas? Alors, il y a beaucoup d'études en ce moment sur le fonctionnement de ces objets connectés qui ont comme caractéristique, si on veut résumer, le fait que quand on a un sommeil normal, non pathologique, ce sont de très bons instruments pour mesurer son temps total de sommeil, voire même pour certains d'entre eux pour mesurer la saturation pendant le sommeil en oxygène, certains cycles du sommeil. Ce qui est beaucoup plus difficile et qui est en progrès aujourd'hui, c'est nettement mieux qu'il y a même 5 ou 10 ans, mais ces objets connectés ont beaucoup plus de mal à poser des diagnostics
Et dès que le sommeil est perturbé, le fonctionnement est beaucoup moins bon. Et donc, c'est là où il faut se tourner vers des centres spécialisés pour aller faire des polysomnographies ou une polygraphie ou simplement une consultation chez un médecin spécialisé en sommeil. Après, ça ne remplace pas une polysomnographie. Non, pas encore. Et une question qui va avec, c'est qu'est-ce que vous pensez des applis type Sleepio? Des applis sur le sommeil? Alors moi, je pense qu'elles sont de qualité variable, mais que c'est assez intéressant, en particulier dans la prise en charge de l'insomnie. Il y a plusieurs sites qui proposent des thérapies cognitivo-comportementales en ligne, et ces thérapies cognitivo-comportementales pour l'insomnie sont difficiles d'accès. À Paris, on en a quelques-unes, mais à travers la France, c'est très difficile d'avoir accès à des gens qui proposent ce genre de service. Et donc, il y a des choses qui sont tout à fait de qualité proposées en ligne. Évidemment, on est toujours moins bien encadré en ligne, mais ça permet quand même d'avoir des conseils avisés et structurants, avec parfois en plus une prise en charge personnalisée qui accompagne ces choses-là. Donc, je crois que ce sont des outils intéressants. Ensuite, une autre question sur la cohérence cardiaque, sur la luminothérapie ou l'hypnose ericksonienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais dire juste un mot de la luminothérapie et je passe la parole au docteur Gibert. La luminothérapie a plusieurs indications médicales tout à fait avérées. La première, c'est dans tout ce qui est les syndromes dépressifs saisonniers, en particulier donc la morosité de l'hiver. Et là, c'est très intéressant de faire de la luminothérapie, mais également dans ce qu'on appelle donc les pathologies de l'horloge, dans ces sommeils décalés, de la même façon que les écrans ont un impact pour retarder ou avancer le sommeil, les lampes de luminothérapie vont aider à reculer ou avancer le sommeil. Donc, nos adolescents qui se lèvent beaucoup trop tard et qui ont du mal à s'endormir, parce qu'ils sont complètement décalés, de leur mettre une luminothérapie au petit déjeuner, si toutefois ils prennent le temps de manger, c'est intéressant. Ou votre grand-mère qui s'endort à 21h sur le canapé, et on aimerait bien qu'elle s'endorme plutôt à 22h30, lui mettre une luminothérapie le soir peut présenter un intérêt dans les troubles de ces pathologies de l'horloge très spécifiques et malheureusement peu connues des médecins. Merci. Et du coup, docteur Gibert, pour le reste. Alors, pour la cohérence cardiaque, c'est une question vraiment très intéressante sur laquelle c'est un sujet de recherche aujourd'hui, où on s'aperçoit qu'effectivement, les patients qui soit ont un rythme, une cohérence cardiaque naturelle relativement bonne, vont avoir moins de troubles anxio-dépressifs. Et effectivement, on n'est pas très loin de la méditation où on permet, ou de la sophrologie, qui permet de baisser les niveaux d'anxiété et effectivement d'améliorer son sommeil. On a aussi beaucoup de liens entre la cohérence cardiaque et par exemple la consommation d'alcool, où on s'aperçoit que la cohérence cardiaque diminue drastiquement et donc perturbe le sommeil, puisqu'avoir une cohérence cardiaque moins bonne va rendre le sommeil moins réparateur et donc moins bon. Donc c'est un très bon instrument, c'est pas dans les recommandations aujourd'hui, puisque c'est plutôt de l'ordre de la recherche, mais c'est probablement un endroit où il y a de très bonnes pistes pour améliorer l'insomnie et les troubles anxio-dépressifs. Sur l'hypnothérapie, il y a beaucoup d'autres, il y a aussi beaucoup d'études. Je suis un peu plus embêté pour répondre parce que je connais moins bien, mais on a des spécialistes, même dans notre centre à nous, qui font de l'hypnose. Dans certains cas, et plus dans les parasomnies, si je ne me trompe pas, mais c'est aussi quelque chose de très intéressant. Très bien. Sur l'hypnose, je vais juste rajouter un mot. Il y a des prises en charge un peu connexes, type EMDR, qui sont plus dédiées aux troubles de stress post-traumatique, mais qui ressemblent en tout cas à l'hypnose et qui peuvent avoir une efficacité indirecte sur le sommeil, puisque traitant le trauma, ça va indirectement traiter aussi le sommeil. Très clair. Qu'est-ce que vous pensez des produits type, des médicaments mélatonine, CBD, pour faciliter le sommeil, et à partir de quand ils génèrent de la dépendance? Je vais répondre sur la mélatonine. Alors, la mélatonine, on sait qu'à partir de 55 ans, le corps va progressivement moins en fabriquer chez une majorité de gens. Et donc, à partir, en tout cas, de 70-80 ans, une immense majorité de la population va manquer de mélatonine. Donc, chez la personne âgée, prendre de la mélatonine est souvent un traitement qui améliore nettement le sommeil. L'intérêt dans l'insomnie chez des personnes plus jeunes n'est pas forcément démontré.
En revanche, quand on a un sommeil complètement en retard de phase, ça veut dire qu'on fabrique sa mélatonine trop tard, eh bien, le fait de prendre de la mélatonine tôt va permettre au corps d'en avoir et donc d'avancer le moment du sommeil. C'est pour ça aussi qu'on utilise la mélatonine dans le décalage horaire. Donc, il y a quelques indications très intéressantes. Chez les enfants, on en utilise parfois, mais ça reste quelque chose qui est mal étudié et sans consensus, même à travers le monde. Est-ce qu'il y a de la dépendance? Non. Est-ce que le corps arrête d'en fabriquer quand on l'utilise? Non. Quelles sont les conséquences à long terme d'utiliser de la mélatonine de façon ponctuelle ou fréquente? C'est difficile de répondre à cette question. Et sur la CBD, sur le CBD? Alors sur le CBD, donc c'est la molécule qui est considérée comme non addictive dans le cannabis. Elle est utilisée par de nombreux patients. Comme pour la mélatonine, il n'y a pas vraiment de consensus sur son utilisation, sachant qu'en plus elle est commercialisée, mais de manière un peu, je vais envie de dire sauvage, donc on ne connaît pas exactement les teneurs dans ce que consomment les patients. Il y a même probablement des traces de THC, c'est-à-dire la part addictive du cannabis dans ce qui est vendu pour du CBD. Donc c'est très difficile de répondre à cette question parce que effectivement certains patients sont améliorés, ils le disent clairement, mais le problème c'est que c'est pas des études très standardisées, ce qui rend la réponse à la question un peu difficile. Je rajouterais par contre sur la mélatonine, il y a eu une étude qui a redosé la quantité de mélatonine de différents compléments alimentaires aux États-Unis et pour des pilules étiquetées 1 mg, les quantités allaient de 0,00 quelque chose à 400. Donc c'est vrai qu'on peut dire la mélatonine ça marche ou ça marche pas, mais les compléments alimentaires sont beaucoup moins soumis à régulation et c'est du coup bien plus difficile de donner un avis. Et quand on l'utilise de façon médicale, on peut faire préparer la mélatonine, en tout cas par des pharmaciens, où le dosage est du coup beaucoup plus précis. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur l'alimentation qui faciliterait, un type d'alimentation qui faciliterait le sommeil, à part éviter le café? Est-ce qu'il faut éviter le sucre, le délai entre le dîner et le coucher? Voilà, quels conseils vous pouvez nous donner? D'une façon générale, le sucre a plutôt tendance à faire dormir et les protéines sont plutôt éveillantes. Donc, si on dort mal, en faisant attention à son poids, on peut imaginer qu'un dîner un peu plus sucré, de sucre lent ou de sucre rapide, va aider à dormir. Est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, à boire du lait qui est très riche en tryptophane? Le tryptophane étant le précurseur de la mélatonine, aucune chose scientifique ne le démontre. Donc, il peut y avoir aussi, dans l'alimentation, il y a quelque chose de l'ordre du rituel. Le fait de prendre des choses toujours à la même heure en se disant que ça va marcher, a un pouvoir assez fort sur l'être humain. Donc, voilà, le sucre fait plutôt dormir, les protéines sont plutôt éveillantes, faire des rituels sont plutôt bons, boire des tisanes le soir, peut-être que ça nous aide, peut-être que ça nous fait faire pipi toute la nuit et que dans ce cas, ce n'est pas une très bonne idée. Je peux rajouter qu'il faut éviter l'alcool, en particulier à haute dose avant de dormir. Et est-ce qu'il vaut mieux dîner tôt? Oui. D'une part, pour dormir mieux, il vaut mieux être un peu plus à distance d'un repas lourd qui va fragmenter le sommeil. Et même pour ensuite la gestion du poids, c'est mieux d'avoir un temps de jeûne relativement long. Et café, thé, ça dépend de chacun. Vous avez des conseils à… Alors, en effet, la sensibilité au café est quelque chose qui est génétiquement déterminé. Donc, certaines personnes vont être bien plus sensibles que d'autres pour toute la vie. Plus on en boit, plus on va se désensibiliser. Mais on peut imaginer que le café, en moyenne, met à peu près 20 minutes à agir. Donc, ce n'est pas un effet instantané et l'effet va s'estomper au bout de 4-5 heures. Mais si on en boit 15 litres, on va évidemment mettre plus de temps à pouvoir l'éliminer. Mais on pourrait penser que la chose idéale en cas de fatigue, ce serait de boire son café, faire immédiatement la sieste, se réveiller au bout de 20 minutes et avoir à la fois le bénéfice de la sieste et du café. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler des siestes plus précisément? Vous avez dit que c'était bon pour la santé, enfin, dans certains cas, pour les bons dormeurs. C'est quoi la durée de sieste qui est recommandée? Quels sont les conseils pour les personnes qui travaillent de nuit? Alors, les siestes, c'est bon pour l'ensemble de la santé. On peut
à faire des siestes qu'on peut appeler flash, où vraiment juste on ferme les yeux, on se laisse à peine basculer dans le sommeil et on repart. Donc, on s'est reposé à peine quelques secondes ou minutes. Et là, il y a déjà un petit bénéfice sur le plan cognitif. Ensuite, si on dort une sieste relativement courte de 15-20 minutes et qu'on le fait d'une façon extrêmement régulière, le sommeil va vraiment rester très léger et quand on se réveille, on va être très rapidement en forme pour un temps de 2, 3, 4 heures. Si on fait des siestes bien plus longues, on aura toujours ce temps d'inertie de sommeil. Si on a dormi 1 heure, 1 heure et demie, on va mettre du temps, 1 heure à être à nouveau en forme, mais on sera en forme pour bien plus longtemps. Donc, quand il nous manque un peu de sommeil la nuit, des siestes courtes de 15-20 minutes sont très intéressantes parce qu'elles vont restaurer la vigilance, l'attention, la concentration, même améliorer les phénomènes inflammatoires. Plein de choses dans le corps vont être améliorées, l'humeur, l'anxiété, tout ce qu'on veut. En revanche, si on a dormi tellement peu qu'on risque de s'endormir, il vaut mieux faire vraiment des siestes très importantes, mais elles vont comprendre du sommeil profond et donc peut-être rendre l'endormissement plus difficile, d'autant plus qu'elles sont tardives dans la journée, pardon. Si on a quelque chose à faire qui va nécessiter beaucoup de vigilance, on veut conduire en partant à 23 heures pour éviter les bouchons, là c'est évidemment très intéressant de faire une grande sieste avant pour limiter la somnolence. Et du coup, les conseils pour les personnes qui travaillent de nuit, est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, c'est qu'il y a autant de situations que de travailleurs de nuit. Donc, déjà, une des choses importantes dans le travail de nuit, c'est de se connaître. Parce que quelqu'un qui est couche-tard, lève-tard, un poste de nuit est beaucoup moins délétère pour sa santé que quelqu'un qui est du matin. C'est-à-dire que si vous êtes fait pour dormir de 3 heures du matin à midi, le poste de nuit qui se finit à 6 heures, ce n'est pas tellement un problème pour vous. Et finalement, vous arriverez très bien à vous endormir sur le matin. Et donc, quelqu'un qui est très lève-tôt, très couche-tôt, lève-tôt, le poste de nuit, c'est un cauchemar. Et en général, au bout de 1 ou 2 ans, il faut qu'il change parce que sur sa santé, c'est incroyablement délétère. Et donc, finalement, là, il y a une question d'horaire du travail de nuit. Il y a une question de votre besoin de sommeil. Quelqu'un qui a besoin de dormir 12 heures par jour, il va avoir beaucoup de mal à limiter la dette de sommeil en étant en travail à horaire décalé, alors que quelqu'un qui a besoin de dormir 5 heures par jour, ce sera beaucoup plus facile. Et donc, toute cette nécessité de sieste, oui, bien sûr, c'est mieux de faire des siestes un peu régulières parce qu'en général, quand on est en horaire décalé, on a une dette de sommeil chronique, donc il vaut mieux faire des siestes courtes, éventuellement des siestes longues avant un travail de nuit, mais il faut faire une espèce de calcul sur 24 heures de savoir à combien on en est de sommeil. Ensuite, si on a la possibilité, pendant son temps de travail de nuit, de dormir à l'heure autour de 4 heures du matin, si on est sur un moment du sommeil un peu classique, c'est très intéressant parce que c'est un moment où le corps est vraiment fait pour dormir et ça limitera les accidents et les erreurs. Je rajouterais d'ailleurs sur le travail posté, qu'il est assez important aussi de dire aux patients qu'il faut garder un rythme sur une période assez longue. C'est-à-dire, ce qui est très délétère, c'est pour les travailleurs de nuit, comme les policiers par exemple, ou les infirmiers, c'est d'avoir un rythme où pendant 3 jours, ils vont être sur tel horaire, et puis pendant 3 jours sur un autre horaire. Il vaut mieux quand même avoir au moins 7 ou 8 jours sur le même rythme, plutôt que d'osciller d'un rythme à un autre, parce que ça, c'est extrêmement délétère. Parce qu'il faut se recadrer à chaque fois. Une autre question, est-ce que le manque de sommeil peut déclencher des maladies? La réponse est oui, au long cours. C'est-à-dire que si vous avez eu une mauvaise nuit de 5 heures, 2 ou 3 mauvaises nuits, il n'y a pas de lien direct avec une telle ou telle maladie, mais si vous manquez de sommeil de manière chronique, oui, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, c'est un facteur de risque, ça fait baisser vos défenses immunitaires, donc ça peut entraîner toute une série de pathologies, de cancer, d'infections. Tout est une question de chronicisation de ce manque de cette dette de sommeil. Quelles sont les positions recommandées pour bien dormir et est-ce que vous avez des conseils en termes d'oreiller, de type d'oreiller? Moi, je crois qu'il faut faire la façon dont on se sent confortable. Donc non, il n'y a pas un oreiller mieux qu'un autre ou une position mieux qu'une autre. La seule limite à ça, ce sont les gens qui font de l'apnée du sommeil sur le dos, ce qui est 30% des gens à peu près qui font de l'apnée du sommeil.
et où les apnées du sommeil vont être très majoritaires quand ils dorment sur le dos. Dans ce cas, il faut éviter de dormir sur le dos. Mais sinon, pour les autres troubles du sommeil, ce qui compte, c'est d'être confortable et de se sentir bien. Est-ce que vous avez des conseils pour gérer au mieux l'envie d'uriner la nuit? Alors, ça, c'est du bon sens. Alors déjà, le fait il faut peut-être boire un tout petit peu moins le soir si on a envie d'uriner le soir. Alors, pendant la nuit, je veux juste dire que se lever une fois pour aller faire pipi est à peu près normal. Quand on commence à se lever plusieurs fois dans la nuit, il faut quand même en parler à son médecin traitant pour savoir si ça ne cache pas. Typiquement, l'apnée du sommeil, c'est un symptôme assez caractéristique de l'apnée du sommeil. On a tendance à sécréter des hormones diurétiques si on s'arrête de respirer. Et donc, c'est quelque chose d'assez typique. Après, il y a évidemment des pathologies qui n'ont rien à voir avec le sommeil, comme des pathologies liées à la prostate, qui vont faire comment ? Et le diabète. Et le diabète, par exemple, qui vont faire qu'on va se lever pour boire et faire pipi. Mais le fait de se lever plus d'une fois par nuit pour faire pipi nécessite quand même d'aller voir son médecin traitant pour essayer de comprendre pourquoi on en est là. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes avec des douleurs chroniques qui ont des troubles du sommeil, qui entraînent des troubles du sommeil? Alors, déjà, le fait de dormir plus et assez a un impact plutôt positif pour baisser un peu la douleur. Facile à dire. Et ensuite, sur les douleurs chroniques, il faut les identifier. Il y a certains médicaments, en particulier les antiépileptiques ou certains antidépresseurs qui sont très efficaces sur les douleurs chroniques, qui ont en plus parfois un effet sédatif et qui permettent d'améliorer la qualité de vie d'une façon majeure des patients. Ces médicaments, ils sont assez fréquemment donnés dans les centres de douleur, mais difficiles d'accès, mais également en médecine du sommeil ou par les médecins traitants, sont des médicaments tout à fait accessibles. Donc, il faut en parler et il faut expliquer que les douleurs gênent le sommeil ou gênent la vie d'une façon générale. Ensuite, toutes les pathologies inflammatoires, donc qui peuvent être en particulier l'arthrose en poussée inflammatoire ou d'autres maladies très spécifiques, peuvent donner des douleurs la nuit et réveiller les patients. Et ça se traite plutôt de façon médicamenteuse ou avec du froid. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des maladies qui déclenchent des troubles du sommeil? Par exemple, un problème de thyroïde, de l'endométriose, des migraines chroniques, de l'épilepsie? Oui, il y a beaucoup de maladies qui déclenchent des troubles du sommeil. Donc, il y a évidemment les dérèglements thyroïdiens que vous avez mentionnés. Évidemment, il y a beaucoup de maladies psychiatriques qui déclenchent des troubles du sommeil. Donc, les patients qui sont déprimés ont des troubles du sommeil, les patients qui sont anxieux de la même manière, la schizophrénie aussi, et puis surtout le trouble de stress post-traumatique qui déclenche des troubles du sommeil. Et pas que, il y a des troubles pneumologiques, l'asthme. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de pathologies, et c'est pour ça que c'est une médecine pluridisciplinaire qui déclenche des troubles du sommeil. Et ça rejoint la question que vous posiez juste avant. Tous les syndromes douloureux vont déclencher de facto des troubles du sommeil. D'ailleurs, c'est un signe de gravité du syndrome douloureux que d'être éveillant. Comment le sommeil évolue-t-il avec l'âge? Comment évaluer correctement l'évolution de son profil de dormeur? Est-ce qu'on évolue d'ailleurs? Alors, il peut toujours y avoir quelques modifications, mais donc on a une base d'être petit, moyen, gros dormeur du matin ou du soir qui va plutôt nous accompagner toute la vie, donc il est important de se connaître. Tous les adolescents du monde de 10 à 20 ans ont le sommeil qui se retarde de plus en plus de 10 à 20 minutes tous les ans pour atteindre le sommeil le plus tardif de tout le moment de toute notre vie vers 20 ans. Et ensuite, le sommeil va revenir à s'endormir un peu plus tôt et se lever plus tôt. Et il va prendre cette pente descendante de plus en plus tôt jusqu'à la mort. Donc, les vieux se couchent plus tôt, les ados se couchent plus tard, en partant d'une base un peu différente pour chacun d'entre nous. Et ensuite, ce que vous disiez précédemment, la ménopause va avoir un impact en termes de troubles d'insomnie, en augmentation du risque d'apnée du sommeil. Et ensuite, évidemment, chez l'enfant, il y a une évolution du sommeil très importante avec les 2 âges de la vie où on dort le plus, entre 0 et 3 ans et à l'adolescence, puisque ce sont des phases de la vie où on est en très grande évolution et construction à la fois émotionnelle, intellectuelle, physique.
Et c'est pour ça que sans doute qu'on dort beaucoup, puisque le sommeil est très important pour consolider tous ces apprentissages. Merci. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes pour l'analyse du sommeil et les solutions à mettre en place? Pas beaucoup. Moi, je dirais non, mais avec toujours ces différences qui sont très individuelles, d'avoir certaines femmes au moment des cycles menstruels qui vont avoir des douleurs ou peut-être des troubles du sommeil liés aux hormones et qui donc ça vont induire des spécificités particulières. Les hommes qui ont un risque d'apnée du sommeil plus important et qui est rattrapé ce risque au moment de la ménopause pour les femmes, parce qu'il y a aussi une répartition des graisses qui est différente entre l'homme et la femme quand on prend du poids. Donc voilà, les spécificités vont plutôt être liées à tout ce qui est plutôt hormonal et l'évolution, peut-être aussi dans la gestion du stress, des émotions, de la charge mentale, qui peuvent être aussi des facteurs qui vont différencier les hommes et les femmes. Mais l'interprétation d'un cycle de sommeil, on ne peut absolument pas savoir si on est en train de traiter un homme ou une femme quand on interprète une polysomnographie qui permet de regarder le sommeil. Très clair. Tous les conseils ont été essayés sur une personne avec TDAH. Que faire? Donc, en gros, sommeil et TDAH. Les personnes avec des troubles neuropsychologiques comme le TDAH, mais aussi par exemple les maladies bipolaires ou d'autres choses, sont très fréquemment des gens qui sont du soir. Et donc, si on est comme ça, on a du mal à s'endormir et du mal à se lever le matin chez les TDAH, il faut des prises en charge très spécifiques qui relèvent vraiment d'un médecin très formé aux troubles du sommeil. Ensuite, si dans les TDAH, les médications, s'ils en prennent, on peut avoir un très fort impact sur le sommeil puisque ce sont des molécules qui sont très excitantes et donc en fonction de l'heure de ces médications, ça peut être un problème. L'autre point, c'est que les TDAH, c'est souvent des personnes qui ont l'esprit qui pense énormément et qui a du mal à s'arrêter. Donc ça peut créer soit de l'anxiété, soit sans être de l'anxiété, une quantité de pensée absolument énorme qui a un système d'éveil très emballé et qui peut répondre probablement de façon intéressante, si ça n'a pas été fait, à la cohérence cardiaque, la méditation, des choses comme ça, ou certaines médications très spécifiques dont certaines sont assez nouvelles et peu connues. Et donc là aussi, c'est plutôt affaire de spécialistes. Merci. Les deux dernières questions. Les ronflements sont-ils graves? Pas forcément. Alors, on va dire qu'il y a plusieurs. Quand on a un patient qui ronfle, évidemment, on va rechercher, parce que c'est quand même un gros symptôme d'apnée du sommeil. Mais le patient ronfleur tout seul, qui n'est pas fatigué dans la journée, qui ne réveille pas sa compagne ou son compagnon dans la nuit, finalement, il ne fait que ronfler, mais n'a pas de répercussions diurnes. On va peut-être surveiller, vérifier qu'il n'y a pas de somnolence dans la journée ni de fatigue, mais on ne va pas forcément le traiter. Après, il peut y avoir en fait, le ronflement est un symptôme qui est peut-être anodin ou qui peut être annonciateur ou révélateur d'une apnée du sommeil. Contrairement à ce qu'on pense, après avoir lu plus de 5000 polysomnographies, les ronflements sont rarement liés uniquement à la position. On a souvent dans l'idée que les gens ne ronflent que sur le dos. C'est pas si vrai que ce qu'en population générale on pense. Et donc, il ne faut pas hésiter quand même à consulter un ORL parce que le ronflement, ça peut venir soit du nez, soit de la gorge. Donc, tout ce qui est du nez peut être plus facilement ou en tout cas traitable avec des traitements ORL. Et ensuite, éventuellement, il y a les orthèses d'avancée mandibulaire qui servent à avancer la mâchoire inférieure pour essayer de limiter les ronflements qui viennent de la gorge. Merci beaucoup. Dernière question. Le moindre bruit me réveille, peu importe la période du sommeil. Que faire à part les bouchons d'oreilles? Alors, en général, quand même, ce genre de remarques, c'est quand même sur des personnalités assez anxieuses. Et donc, la prise en charge de l'anxiété d'une façon psychiatrique, médicamenteuse, sportive ou autre, avec de la méditation ou de la cohérence cardiaque, va probablement apporter un bénéfice. Si on veut être très spécifique sur le sommeil, quand on a un sommeil très léger et sensible, en général, du coup, on a de l'insomnie, on se plaint de réveil qui dure longtemps. Et donc, le fait de compresser son sommeil, ce qui veut dire se coucher trop tard et se lever trop tard, on rejoint ces mesures de thérapie cognitivo-comportementale qu'on évoquait. Donc, faire de la restriction de sommeil, de la restriction de temps passé au lit, va permettre d'avoir un sommeil plus puissant, plus profond, qui va couper quand même le contact avec le monde extérieur. Et donc,
peut-être qu'il vaut mieux, plutôt qu'être toujours dans la plainte, dormir moins, ce qui n'est pas incroyable pour la santé, mais dormir moins, mais mieux. Et puis, dans le même temps, tâcher de peut-être faire des siestes ou faire une prise en charge de son anxiété pour permettre progressivement d'améliorer les choses. Merci beaucoup. Je vous propose de nous arrêter là. Donc, merci à tous les deux pour ce webinaire passionnant. Merci à vous tous pour votre participation. Merci à toute l'équipe Deuxième Avis d'avoir organisé ce webinaire. Le replay sera disponible dans quelques jours. N'hésitez pas à le partager et surtout, donnez-nous votre feedback en répondant au court questionnaire qui est sur le chat. Un grand merci à vous tous.